À la une de ce journal, une vague d'arrestations arbitraires et de maintien en détention des manifestants à la suite des mouvements de protestation durant la journée du 22 septembre 2020. Plusieurs leaders politiques sont accusés d'incitation à la rébellion. Leurs avocats dénoncent une cabale juridico-politique. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Alors que le Cameroun importe près de 800 000 tonnes de riz en 2019, le gouvernement peine à mettre sur pied des projets de riziculture pluviale, notamment dans le Noun, là où il y a 10 ans, un projet a été expérimenté. Échec cuisant, se plaignent les riziculteurs, leur rêve a été anéanti. Comment en est-on arrivé là? Enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Que se passe-t-il à Kribi? La cité balnéaire du Sud enregistre déjà 800 cas de choléra et près de 32 décès. La prison principale vient d'être infectée du côté de Kribi. 4 cas confirmés de choléra. Les signaux sont au rouge dans la cité balnéaire. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les précautions prises par les autorités sanitaires? Élément de réponse avec Joseph Abena. C'est ici à Londi, village des pêcheurs, que l'épidémie du choléra s'est déclarée. Le gouverneur du Sud, Félix Ngelengele, s'est rendu compte par lui-même de l'ampleur de la maladie. Le choléra, notamment l'hygiène corporelle. Je crois qu'il va également falloir mener ici les activités de vaccination et de traitement des malades. Au-delà de plusieurs autres foyers dans le district de santé de Kribi, c'est la prison principale qui est déjà infectée du vibrio cholérique. Une situation qui préoccupe le chef de district de santé de Kribi. Sur le plan clinique, il y avait tous les signes. Et sur le plan biologique, à partir du TDR qui s'est positivé, et immédiatement signalé comme depuis un certain temps, il y a le choléra dans la ville, étant déjà débordé. Nous avons eu le soutien des Médecins sans frontières qui ont installé l'unité de prise en charge dans le district. J'ai donc fait appel au chef projet pour qu'on met rapidement l'ambulance pour aller chercher le cas qui était dans un plan C de déshydratation. Nous nous sommes donc allés en prison pour prendre le malade, le conduire en urgence dans l'unité de prise en charge. Avec l'installation de cette unité de prise en charge de Médecins sans frontières ici, la prévention par la vaccination a été amorcée sans toutefois atteindre la prison. Étant donné que Kribi est dans l'aire de santé de Kribi, la prison est dans l'aire de santé de Kribi, à Mokolo. Il y a eu des équipes parce qu'on a fait un lancement à Mokolo. Il y a eu 2 lancements. Dans la ville, on a lancé à Mokolo et Kribi, et la prison fait partie de ce quartier. Donc tout le monde était au courant de cette campagne. Mais vous savez que la prison, c'est une zone très très sensible et délicate. Mais les gardiens de prison, si vous allez là-bas, vous faites vos enquêtes, vous verrez que certains gardiens de prison ont pris leur vaccin. Ça prouve que les vaccinateurs sont passés là-bas, mais on ne pouvait pas entrer dans le milieu cancéral parce que c'est hautement sécurisé et tout. Bon. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons eu des échanges. On a appelé les dirigeants de cette prison en leur disant que voilà, il y a la campagne. On souhaiterait venir là-bas pour vacciner. On attendait donc leur réponse parce qu'on n'y entre pas n'importe comment. Avec la surpopulation de ces milieux carcérales et la difficulté d'une prise en charge effective de l'hygiène et de la salubrité, les professionnels de la santé redoutent une propagation sans contrôle de cette épidémie qui compte déjà plus de 800 cas et 32 décès.
En pleine résurgence de l'épidémie de choléra, les autorités sanitaires font face aux réticences des parents à faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite. Pourtant, le professeur Tétanier explique les biens fondés de ce vaccin et l'enjeu pour le Cameroun de maintenir son statut de pays ayant éradiqué la poliomyélite. Il s'exprime dans ce reportage que signe Marcelin Gransop. Entre les échos que vous pouvez entendre, moi je manie ni la peur, ni les idéologies, il n'y a que les faits qui m'intéressent. Alors les faits bruts, et je conseille à ceux d'entre vous qui veulent y avoir accès de regarder les communications que fait le professeur Toussaint. C'est le 18 juin dernier, en pleine propagation du coronavirus, que le Cameroun a été déclaré pays libre de poliomyélite par la Commission régionale de certification pour l'Afrique, une structure indépendante placée sous la tutelle de l'OMS. Une bonne nouvelle qui ne doit pour autant pas nous faire baisser la garde. La préoccupation majeure de l'heure, c'est de renforcer l'immunité de toute la population contre le virus polio. Nous sommes considérés comme ayant éradiqué le poliovirus sauvage sous ces trois types, le type 1, le type 2, le type 3. Mais nous avons encore un problème, c'est que l'immunité générale de la population est encore un tout petit peu faible et ne permet pas de garder, n'est-ce pas, les souches dérivées du vaccin de la polio dans leur site environnemental. Et par conséquent, ces souches dérivées du virus peuvent muter, peuvent changer et acquérir et retrouver de la virulence. Malheureusement, sur le terrain, il y a comme une sorte de relâchement, puisque de nombreux parents ont carrément fermé la porte au vaccin, exposant de fait leurs enfants aux conséquences fâcheuses d'un éventuel retour du poliovirus sauvage. Il est extrêmement important que les parents comprennent que leurs enfants doivent être le plus souvent, je dirais, revaccinés. Pourquoi revaccinés? Parce que c'est la revaccination qui renforce les barrières contre l'entrée de tout virus qui viennent de l'étranger ou bien qui viennent de ces souches circulantes dérivées des vaccins. Les parents sont réticents, nous ne comprenons pas pourquoi, alors qu'il s'agit d'un bienfait qui leur est apporté par le gouvernement. Le gouvernement est d'autant plus préoccupé par la réticence de certains parents que le nouveau vaccin coûte cher et présente de nombreux avantages. Parce qu'il est beaucoup plus immunogène, c'est-à-dire quoi? Il stimule de façon plus énergique la production des anticorps contre les virus polio. Par conséquent, c'est une chance énorme pour la population de bénéficier, comparativement à d'autres pays d'Afrique, d'être parmi les premiers pays qui vont pouvoir bénéficier de ce vaccin extrêmement immunogène et qui cible ces souches dérivées du vaccin. L'heure est donc à la sensibilisation et diverses stratégies sont déployées pour faire entendre raison aux populations réticentes. Nous avons envoyé des équipes dans les villages, dans les familles. Nous avons des équipes qui essayent de convaincre les parents, de leur faire comprendre qu'ils doivent demander ce vaccin. Être réticent, c'est pratiquement compromettre, je dirais, de mettre à haut risque leurs enfants pour le futur. Parce qu'on ne sait jamais. Il reste encore en Afghanistan et au Pakistan des sites qui sont porteurs de virus polio sauvage. Et ces sites peuvent exporter soit par la voie du commerce, soit par le tourisme, des gens qui sont susceptibles de nous apporter ici des souches que nous n'avions pas du tout envie de revoir. Bon à savoir, la poliomyélite est une maladie infectieuse causée par un virus qui a envahi le système nerveux, engendrant des paralysies irréversibles. Les enfants en bas âge constituent la principale cible, d'où l'urgence de les vacciner pour les mettre à l'abri du danger. Dans ce chapitre santé, la résilience de l'Afrique face à la pandémie du coronavirus fait encore l'objet de plusieurs analyses scientifiques. Selon le professeur Didier Raoul, un célèbre épidémiologiste français, l'utilisation des antipaludéens a permis aux Africains de résister à la pandémie du Covid-19. Il analyse également la nouvelle courbe de contamination à travers le monde et est moins pessimiste que d'autres scientifiques qui continuent de prôner l'utilisation de l'azithromycine et la chloroquine pour soigner des cas atteints de Covid-19. Je vous propose d'écouter le professeur Didier Raoul. D'abord, encore une fois, moi, les données que je donne, c'est que des données officielles, c'est les miennes, je ne les interprète pas, ce qui fait une différence entre les échos que vous pouvez entendre. Moi, je manie ni la peur, ni
les idéologies, il n'y a que les faits qui m'intéressent. Alors les faits bruts, et je conseille à ceux d'entre vous qui veulent y avoir accès de regarder les communications que fait le professeur Toussaint, qui tire ses données de deux grands centres qui les collectent, un qui s'appelle Euromomo et l'autre qui est le John Hopkins aux États-Unis. Donc vous voyez dans ce qui se passe actuellement, ce qui est très intéressant, c'est que en Europe, il y a un phénomène particulier qui est l'augmentation du nombre de cas diagnostiqués sans augmentation du tout de la mort. Donc il y a une discordance dont j'avais parlé assez tôt, que l'on observe partout en Europe, c'est-à-dire que l'épidémie actuelle n'a rien à voir avec l'épidémie qu'on avait vue en mars-avril. C'est une autre maladie, on va essayer de comprendre pourquoi. Si on regarde ce qui s'est donné sur ces 8 analyses par continent, c'est extrêmement intéressant. En Afrique, le taux de mortalité est incroyablement bas et reste bas. Alors, les gens donnent beaucoup d'explications pour ne pas regarder la réalité. En réalité, c'est qu'en Afrique, tout le monde prend des antipaludéens et que la plupart des antipaludéens, que ce soit la quinine, la primaquine, l'artémisinine, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, ont une activité contre le virus et qu'elles sont recommandées globalement et que tout le monde en prend. Et que donc, en pratique, il est vraisemblable que l'Afrique a été protégée de la gravité de la maladie parce que c'est prescrit très très largement. Il faut là aussi remettre les choses en perspective. C'est pas moi qui dis qu'il faut mettre la chloroquine contre le reste du monde, c'est le reste du monde contre l'Europe, puisqu'il y a 4 milliards 800 millions d'habitants qui vivent dans des pays dans lesquels on recommande ou on accepte de donner de la chloroquine si on le souhaite. C'est plutôt les autres qui constituent une exception que... Alors l'autre chose qui est très intéressante, que l'on voit, vous voyez, en Amérique du Sud, en Amérique du Centre, particulièrement en Amérique du Nord, qui n'est pas vraiment du Nord d'ailleurs, et en Asie, en dehors de la Chine, c'est que il existe un pic maintenant qui correspond à notre fin d'hiver, début de printemps, c'est-à-dire en mars-avril, qui se situe maintenant avec une courbe épidémique qui ressemble dans l'hémisphère austral à ce que nous avons vécu, nous, dans l'hémisphère nord, mais bien entendu avec 6 mois de décalage puisque les saisons sont inversées. Donc on a l'impression quand même qu'il y a une affectation saisonnière sur la première partie de l'épidémie que l'on retrouve dans l'hémisphère austral. Et puis il y a les pays qui sont à cheval, dont l'Asie, dont une partie de l'Asie hors Chine, et puis l'Amérique du Nord, qui comporte en réalité une région subtropicale qui est atteinte. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir, ça aussi c'est factuel, comment la mortalité est tellement plus importante dans l'Amérique subtropicale, dans la Floride, qu'à Cuba en face, avec... Vous venez de suivre le professeur Didier Raoul, célèbre épidémiologiste, qui explique comment l'Afrique a résisté à la pandémie de Covid-19 à travers l'utilisation des antipaludéens qui a renforcé l'immunité chez les Africains. C'est un autre visage de l'échec des politiques publiques en matière agricole. La production du riz fluvial s'est noyée dans les méandres d'une mauvaise gestion dans le département du Noun. Pourtant, le projet mis en place il y a 10 ans visait à améliorer et booster l'offre nationale entre déficit des équipements et des machines en panne et l'absence de visibilité des objectifs de rentabilité. Le projet est mort, les rêves des riziculteurs est anéanti. Sur les terres riches agricoles sous-exploitées du Noun, nos reporters Maman Soufou et Donald Brice Kamgan ont retracé les promesses non tenues du gouvernement. Reportage. Au loin, de vastes parcelles de terre. Nous sommes dans le village Ngundoup, dans l'arrondissement de Koutaba, dans le département du Noun. Il y a quelques années encore, 7 à 9 tonnes de riz étaient produites sur chacun de la dizaine d'hectares de parcelles irriguées dans le cadre du projet de développement rural du Mont Bapip, à quelques kilomètres d'ici. Depuis plus de 5 ans, les récoltes sont réduites à leur partie la plus congrue. Cette zone, c'était une zone où on produisait le riz un peu partout et il y avait un bon rendement. Bon, là où il y avait le riz ici, là, on ne voit que les tigres de maïs. Bon, les paysans travaillent péniblement, ce qui fait que ça a mis la jeunesse en épave et la majorité fut
sont en exode rural. Salif lui-même est un riziculteur. Comme les dizaines de membres de coopératives de producteurs ici, les récoltes ont été quasiment néantes cette saison agricole. Une situation aggravée par les impacts des inondations, le contraignant à se convertir dans la culture du maïs sur quelques mètres carrés. Que s'est-il passé dans ce projet où les études de faisabilité ont été confiées à une entreprise d'une réputation africaine? Nos caméras ont pu filmer la décrépitude logistique du projet. Après avoir loué pendant quelques années des tracteurs et motoculteurs, le projet est anéanti par une panne de ces équipements déjà désuets. Ça fait que tous les producteurs, au lieu d'accélérer la phase de mécanisation qui était déjà adoptée à ce niveau, ils avaient ce rythme. Ça les a encore amenés à l'utilisation archaïque comme l'utilisation de la houe. Voilà qu'actuellement, là où il y avait le riz ici, là, on ne voit que les tiges de maïs. S'il y a un programme qui vient, qu'il y a un programme de descente sur le terrain, on voit le tracteur qui vient figurer, on vient placer à la vue de tous les super qui viendront voir qu'on est en train de faire ceci. Après leur départ, on ne voit même plus rien. Même si vous descendez actuellement, il y a des endroits où ce tracteur est garé. On descend à Fumban, on voit là où le tracteur est garé là-bas. On voit tous les jours. Mais la zone d'activité, c'est ici en Guinée. Indexés pour leur gestion, les responsables du projet de développement rural du Mont Bapip annoncent que la procédure d'acquisition de nouveaux tracteurs et motoculteurs est en cours. Point début de solution. Nous sommes en train de préparer le lancement de tout le matériel de production agricole, notamment la mise en place d'un pôle d'engins où il y aura autour de 4 à 5 motoculteurs, où il y aura autour de 2 à 3 tracteurs, n'est-ce pas, avec des accessoires. Et la procédure est en cours. Il faudrait que les gens comprennent que on n'engage pas une procédure comme quelqu'un qui a son argent à la maison, il sort, il dit qu'il va acheter un motoculteur, il descend au marché, il paye. D'après le coordonnateur, les projections situent à la fin d'année 2020 l'acquisition de ces machines. La procédure déjà enclenchée va d'une étude sur le type d'engin à acquérir au financement par la Banque islamique de développement, bailleur de fonds du projet. Le gouvernement a autorisé avec la Banque islamique d'acheter les motoculteurs pour les riziculteurs de Goundoum et pour les riziculteurs de Bangourin. Donc ce n'est pas seulement le cas de Goundoum, c'est le cas sur l'ensemble du territoire. Il y aura des tracteurs pour d'autres cultures à Massangam, à Malantiol, à Fombot. Situés au pied du Mont Bapit, les arrondissements de Fombot et de Koutaba sont connus pour la fertilité de leur sol, propice aux cultures vivrières, notamment le riz. Un atout que le gouvernement peine à capitaliser. Le pays cumule 160 milliards de francs CFA de dépenses annuelles dans les importations de riz. En 2019, le Cameroun a battu un record jamais atteint en important plus de 800 000 tonnes de riz pour combler une demande locale dérisoire de 140 000 tonnes. À l'approche des élections régionales, l'ECAM a reçu des dossiers de candidature. Dans le littoral, il y a 9 listes venant du commandement traditionnel. La Sanaga maritime aiguise déjà leur intérêt. Près de 4 listes ont été enregistrées dans ce département. 2 listes dans le CAM et 2 autres dans le Mungo. Et près de 11 listes des partis politiques repartis entre le RDPC, le PCRN, l'UPC qui a 2 listes dans le Vouri et le MLDC. On fait le point avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Empilés sur une table à la délégation départementale de l'ECAM du Vouri, les dossiers des candidats aux élections régionales ont bel et bien été déposés à la date fixée par le code électoral, celle du 22 septembre 2020, soit 15 jours après la convocation des collèges électoraux par le président de la République. C'est le cas dans les autres départements du littoral, précise le délégué régional de l'ECAM, Emmanuel Kwadika. Nous nous retrouvons à 20 listes pour la région du littoral. Elles sont réparties par département. Pour le Mungo, 2 listes pour le commandement traditionnel et une liste pour les partis politiques. C'est le RDPC. Dans le CAM, c'est 2 listes pour le commandement traditionnel et 2 listes pour les partis politiques, le PCRN et le RDPC.
Et dans la Sanaga maritime, c'est 4 listes pour le commandement traditionnel et 4 listes pour les partis politiques, le MLDC, le PCAN, le RDPC et l'UPC. Et dans le Vouri, c'est une liste pour le commandement traditionnel. Par la juridiction administrative qui statue sur le contentieux post-électoral des dernières municipales. Si une décision d'annulation intervient, le président de la République a entre 60 jours et 120 jours pour convoquer le corps électoral pour une élection partielle. Donc dans le cas extraordinaire même où une situation, prenons-le comme un cas d'école, cela voudrait simplement dire que ce processus va être perturbé en attendant que les bons conseillers soient élus pour faire partie du collège des conseillers municipaux qui va élire les conseillers régionaux, donc les représentants, les délégués des départements. Le contentieux post-électoral pour les municipales du 9 février 2020 pourrait donc être déterminant sur le respect ou non du processus électoral entamé le 7 septembre 2020. La ville de Douala fait partie des villes au Cameroun qui subissent de plein fouet des inondations aux conséquences matérielles et humaines dramatiques. La récurrence de ces catastrophes inquiète. L'Académie des sciences a déploré la mauvaise politique d'urbanisation au Cameroun. Malgré les multiples propositions faites au gouvernement, presque rien n'est fait pour endiguer ou enrayer et amortir les effets néfastes du changement climatique. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansap. Les récentes inondations et leur lot de conséquences ont montré combien nos villes étaient bâties sur du sable mouvant. Ces catastrophes ont surtout révélé les effets pervers des changements climatiques, auxquels il faut ajouter le désordre qui caractérise nos cités. Nous avons plus de monde en ville sur des espaces moindres qui, en construisant, ils diminuent les surfaces de perméabilité et en réduisant la perméabilité du sol, ces eaux que toutes les toitures en tôle reversent s'envoient directement dans l'exutoire. Quand on ajoute à l'incivisme des populations, avec l'apparition du plastique qui est devenu notre maître mot, ces éléments réduisent les canalisations d'évacuation des eaux et ça rend obsolètes les formules de dimensionnement, les formules d'hydrologie urbaine, les formules d'évacuation, de drainage qui étaient jusqu'alors appliquées. Réunis par l'Académie des sciences, des experts ont posé un diagnostic sans complaisance de l'état de nos villes. Tous laissent penser que la sortie de l'auberge n'est pas pour demain. La situation actuelle nécessitant une conjugaison d'efforts, mieux, un changement radical de comportement. Tous ceux qui habitent la ville sont devenus des acteurs urbains. Et il faut que chacun y joue son rôle. On peut arriver à limiter les dégâts. Actuellement, on est parti de 1920 avec les 4 principes de la charte d'Athènes qui étaient habiter, circuler, travailler, se divertir, où il fallait découper la ville en morceaux pour arriver à des objectifs de développement durable. La logique technico-administrative ne peut plus passer. Et au niveau de l'Académie des sciences, se penche sur cette situation depuis 1995. Et à l'époque, nous avons pu mettre à la disposition de l'État certaines observations. Nous avons fait la recommandation pour la création d'un observatoire national sur le changement climatique, ce qui a été fait. L'Académie des sciences a maintes fois attiré l'attention sur des faits dignes d'intérêt, sans que cela ne préoccupe ni les pouvoirs publics, encore moins les populations. Mais elle entend continuer à jouer son rôle de donneur d'alerte. Suite aux événements de ces derniers temps, nous nous sommes dit qu'il fallait mettre à la disposition des décideurs de communes, de municipalités, les informations, partager le savoir et le savoir-faire sur le changement climatique, sur les inondations, sur les glissements de terrain, pour qu'ils puissent savoir comment gérer et surtout prévenir. Yaoundé, Douala, Maroua et plusieurs autres villes du pays sont constamment sous l'emprise des eaux chaque fois que la saison des pluies bat son plein. L'Académie des sciences, consciente que l'on peut en réduire les effets, s'en inquiète et tire une fois de plus la sonnette d'alarme.
Le journaliste Lidovine Dio est libre en service à la Nouvelle Expression. Il a été arrêté durant la couverture des événements du 22 septembre à Yaoundé sans avoir commis un crime ni la moindre infraction. Il a passé plus de 24 heures en détention au commissariat central numéro 1 à Yaoundé. Relaxé, Lidovine Dio s'est exprimé aux côtés de son avocat, Maître Sim, mandaté par le président directeur général du groupe La Nouvelle Expression et Equinox. Je vous propose d'écouter Lidovine Dio et son avocat, Maître Sim. Votre sentiment au moment où vous recouvrez la liberté? J'avoue que c'est un ouf de soulagement parce que passer près de 36 heures en captivité, dans des conditions peut-être pas forcément très inhumaines, mais vraiment des conditions irrégulières, ce n'est pas toujours évident. Passer une nuit carrément en position assise et dans un espace très réduit, ça a été une torture psychologique vraiment de grande ampleur parce que je n'ai jamais vécu ce genre de conditions et surtout que je ne savais vraiment pas ce qu'on me reprochait. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il ne vous disait rien? On ne m'a rien dit. J'ai essayé la nuit de savoir pourquoi j'étais encore là alors qu'on m'a promis qu'on devait me libérer hier soir. On m'a signifié que j'étais en garde à vue. J'ai demandé quelle est cette garde à vue qu'on ne notifie pas par écrit. On m'a dit qu'en principe, c'était dans les diligences, quelque chose de ce genre. Mais jusqu'à ce matin encore, jusqu'à ce soir encore, je n'avais pas toujours eu cette notification et je leur ai donc demandé si je n'étais pas séquestré ici, si je n'étais pas un captif. Parce que si on me séquestre sans motif, si on ne me dit pas pourquoi je suis là, alors que tous les autres journalistes interpellés hier ont été libérés, ça veut dire que forcément, il y a un agenda caché. Bon, j'ai fini par comprendre le commissaire du central numéro 1 m'a expliqué qu'il y avait un certain nombre de procédures. C'est vrai qu'elles ont été trop longues. Je suis très heureux de retrouver Ludovic libre. Ça fait 2 jours que nous sommes ensemble dans cette mésaventure, il faut l'appeler comme ça. Je suis heureux mais en même temps très fâché ce soir parce que j'estime qu'on ne doit jamais arrêter un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Le métier de journaliste, c'est de couvrir les événements, même les plus dangereux, même si c'est en guerre, il doit faire son travail. Et Ludovic est arrivé à la police avec un statut de journaliste, on le savait. On l'a gardé à vue quand même pendant 2 jours. Je trouve que ce n'est pas normal. Et c'est une leçon qu'on doit recevoir, nous tous, demain, pour demain. Il ne faut plus jamais que dans ces fonctions, vous soyez arrêtés alors qu'on sait que vous êtes des journalistes. Cet homme l'a dit à la police lors de l'enquête. En fait, on ne lui reprochait rien du tout. On lui a demandé ce qu'il faisait autour du domicile de M. Kamto. Il a répondu qu'il faisait son travail de journaliste en essayant d'avoir le meilleur scoop du monde. Il a dit hier, et pour nous suffisait qu'on l'entende pour qu'on le libère. Malheureusement, il a passé 48 heures dans des conditions assez difficiles, il faut le dire. Mais je pense que ce soir, on peut se réjouir de le voir en liberté pour lui-même, pour sa famille et surtout pour la presse entière de notre pays. Le groupe La Nouvelle Expression et Equinox Télévision regrette cette arrestation arbitraire de Lidovine Dio, journaliste en service à La Nouvelle Expression. Ce groupe se félicite également de la mobilisation de toutes les âmes de bonne volonté qui ont participé et contribué à la libération de Lidovine Dio. C'est un communiqué signé de la direction générale du groupe La Nouvelle Expression et Equinox Télévision. Un cambriolage survenu à la direction du quotidien Le Jour à Yaoundé. Tout le matériel informatique a été emporté par des individus non identifiés. À la suite de ces événements, un communiqué a été signé par la rédaction du quotidien Le Jour qui note que ces faits qui surviennent après des menaces anonymes au téléphone contre certains journalistes du quotidien Le Jour n'entamera pas leur détermination à remplir leur engagement auprès des lecteurs et les partenaires. Ils continueront, disent-ils, à paraître avec tout le professionnalisme et la liberté d'esprit auquel ils sont attachés, réagit ainsi le journal Le Jour. À la suite de ces différents événements, le secrétaire d'État américain en charge
des affaires africaines, Tibor Nash, a également réagi. Il dit être déçu d'apprendre les arrestations et le mauvais traitement de certains manifestants pacifiques et journalistes hier au Cameroun. Nos pays sont plus forts lorsque les citoyens se font entendre pacifiquement, a-t-il indiqué, et les dirigeants élus doivent entendre les différents opposants pour construire leur pays ensemble, a-t-il conseillé au Cameroun. Et sur le point de ces manifestations survenues dans les principales villes du Cameroun, notamment à Douala, à Yaoundé et d'autres villes dans la région de l'Ouest, plusieurs manifestants ont été arrêtés. Leurs avocats dénoncent des arrestations arbitraires. D'autres leaders politiques sont maintenus en détention. Ils sont accusés, entre autres, d'incitation à la rébellion. On fait le point avec Gizogo. Après les manifestations du 22 septembre, le collectif des avocats des manifestants fait le point sur les arrestations intervenues à cette occasion. Nous avons arrêté un bilan provisoire aux environs de 14h-15h qui signale un chiffre de près de 589 arrestations sur toute l'étendue du territoire. De 14h30, 16h, des informations qui nous parviennent nous obligent à actualiser cette liste parce que les chiffres vont grandissant. Il y a des personnes qui ont été interpellées dans cette nuit. Il y a les interpellations se poursuivent sur l'étendue du territoire et à tout moment les informations fusent chez nous. Pour ce qui est des personnes interpellées avant le 22 septembre, le collectif appelle les familles à lui fournir plus d'informations. Et pour des personnes interpellées avant le 22, nous n'avons pas encore tous les chiffres exhaustifs et appelons les familles, dès que nous allons publier les listes en notre possession, de nous aider à signaler les cas des personnes interpellées et qui ne figurent pas sur nos listes. Nous le disons parce que le collectif déplore le fait que dans des unités d'internement, il n'y ait pas de possibilité d'accès à des registres renseignant sur les personnes qui se trouvent dans leurs unités. Tout en dénonçant les obstructions qui leur sont faites pour avoir accès aux interpellés, les conseils des manifestants reviennent sur le cas Bibou Nissak. Bibou Nissak a été invité à sortir de chez lui pour aller rencontrer le DGSN par le commissaire divisionnaire Mendouga, qu'il a assigné tôt le matin chez lui à résidence. Aux environs de 14h, le commissaire Mendouga est revenu, lui dit que monsieur le délégué général à la sécurité nationale voulait le voir. Et c'est comme ça que monsieur Bibou sort de chez lui et se retrouve dans un car de police. Et au lieu qu'on le conduise à la délégation générale à la sécurité nationale, on l'a conduit à la DRPJ. Alors son audition a commencé hier à 14h50. On a poursuivi son audition jusqu'à 23h. Le cas du professeur Alain Foguet est aussi l'objet de l'attention des avocats des manifestants. Le professeur Foguet est la dernière personne à être interpellée. Il est invité au groupement, comme s'il allait à une réunion. Il se retrouve au groupement et puis au 7. Je l'ai vu, je l'ai consulté avec les 3 autres personnes qui étaient avec lui et les 3 se portent bien. Enfin, si l'on reste sans nouvelles du professeur Maurice Kamto, il est fait état d'arrestations autour de son domicile. On signale environ 80 personnes qu'on a arrêtées à l'entrée du domicile et qu'on a déportées, qu'on aurait déportées vers des centres que nous n'avons pas encore pu identifier. C'est donc un bilan en cours d'actualisation des manifestations du 22 septembre qui est fait par les conseils des manifestants. Et vous le savez, le tribunal militaire a condamné 4 soldats camerounais à 10 ans de prison ferme et un autre à 2 ans de prison ferme pour le meurtre brutal de 2 femmes et leurs enfants. Des meurtres survenus en 2015 à l'extrême nord du Cameroun. Human Rights Watch a réagi, estimant que bien que ces condamnations rompent avec l'impunité généralisée pour des abus au Cameroun, l'impact potentiel quant à un meilleur respect des normes en matière de procès équitable, cet impact a été compromis car le procès et l'annonce du verdict se sont déroulés à huis clos et ont manqué de transparence, note Human Rights Watch.
Dans l'escale internationale, le président de la République démocratique du Congo souhaite la réforme des Nations Unies, également plus de pouvoirs qui doivent être revus pour la mission des Nations Unies pour la sécurisation et le maintien de la paix en République démocratique du Congo. Il s'exprimait ainsi lors de l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation des Nations Unies. Elle s'ouvre au moment où le Cameroun n'a pas pu obtenir un cessez-le-feu humanitaire sur le théâtre de la crise anglophone tel que recommandé par les Nations Unies. D'autres précisions avec Eric Fopoussi. Félix Tshisekedi s'est exprimé à la première journée de la 75e Assemblée générale annuelle de l'ONU. Cette année, les dirigeants du monde font leurs interventions par vidéo enregistrée à cause de la pandémie de coronavirus. Le président de la République démocratique du Congo exprime les attentes de son gouvernement à l'égard de la MONUSCO. Le renforcement de la collaboration sur le terrain au sein des unités de la MONUSCO et avec les FARDC, afin que la puissance de feu attendue pour protéger la population et restaurer la paix, la sécurité et l'autorité complète de l'État sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les localités où la présence des groupes armés est encore visible, soit effective. Le chef de l'État congolais évoque également sa détermination à redonner le plus tôt possible le sourire aux populations de l'Est de la RDC prises en tenaille par des groupes armés. Je réitère mon appel urgent pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de rendre cet organe plus transparent, plus démocratique et plus représentatif de la composition de notre organisation. Le sentiment de frustration qui laisse une quasi-indifférence face à cette évidence participe à l'accentuation des frustrations sociales et populaires qui aboutissent parfois à des épisodes de violence dans de nombreux pays. Aussi, pour le président de RDC, l'ONU doit être réformée et devrait continuer à assurer la coordination multilatérale, la cohérence et la responsabilisation au sein du système pour garantir une solidarité internationale. Ma détermination est de redonner le plus tôt possible le sourire aux populations de l'Est de mon pays qui vivent dans l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Pour ce faire, la République démocratique du Congo s'inscrit en faveur du principe d'accroître la capacité opérationnelle de la brigade d'intervention, notamment en la dotant d'unités spéciales adaptées à la guerre asymétrique que nous imposent les groupes armés à l'est du pays. Au Burkina Faso, alors que l'élection présidentielle du 22 novembre approche à grands pas, le chef de l'État burkinabé organise son équipe de campagne. Compagnon de longue date de Roch-Marc Christian Kaboré, avec qui il a étudié à Dijon en France, Simon Compaoré a pris la direction de la campagne du président candidat. Il a pour adjoint le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, un autre proche du chef de l'État qui revient en force au sein du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Enfin, le président Kaboré a mandaté son conseiller spécial en communication, Thierry Hoth, pour faire le lien avec les chancelleries occidentales et les chefs d'État de la sous-région dont il est proche. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Antou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Manifestation du mardi 22 septembre 2020. Lidovindio, après 36 heures de captivité, est désormais libre. Vous l'avez suivi dans ce reportage, lui qui a subi une torture psychologique durant son séjour carcéral. Il a indiqué qu'il a dû passer la nuit assis à même le sol, se posant des questions sur les raisons de sa présence dans ce commissariat. On lui a indiqué que c'était une garde à vue, mais aucun document notifié, ni encore les charges qui pesaient contre lui. Et après de longues tractations, la mobilisation de toutes les personnes, tant sur le plan national qu'international, la Equinox et la Nouvelle Expression ont pu obtenir
sa libération. Son avocat a condamné de tels actes. La direction d'Equinox, la Nouvelle Expression, ont regretté cette arrestation arbitraire et rappelé que ces journalistes ne font que leur travail, à savoir rendre compte des faits. C'est Jean-là. Manifestation du 22 septembre 2020. Selon Maître Hippolyte Méli, environ 589 personnes ont été interpellées. Et la liste pourrait s'allonger au regard des arrestations qui se poursuivent selon les avocats de ces manifestants arrêtés durant la journée du 22 septembre. Et d'autres ont même été arrêtés bien avant ces manifestations. Il a insisté sur le cas des leaders politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun placés en détention au CED et d'autres à la police judiciaire à Yaoundé. Bien qu'il soit encore bien portant, les avocats dénoncent une cabale juridico-politique et un acharnement contre ces manifestants pacifiques. Voilà, madame, monsieur, selon l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Didier Yimkwa, Maître Augustin Gueffak, Maître Paul Payéré et Jean-François Eyenga. Jean-François Eyenga, vous avez suivi la journée d'hier, comment vous l'avez perçu? Vous avez suivi les événements, tout ce qui s'est passé? Comme tout Camerounais, oui. J'ai suivi, je suis allé à mon occupation. Oui. Puisque c'était une journée comme toutes les journées. L'ordre a été donné que chaque Camerounais aille à ses occupations. Voilà. Et ces journalistes qui ont été interpellés dans l'exercice de leurs fonctions. Vous savez, Serge, je veux convoquer ici un grand savant qui nous a précédés en la personne de Rousseau. Dans du contrat social, les hommes se sont réunis et ont donné plein pouvoir à un être qui est chargé d'implémenter nos lois. Lorsque nous avons donné ce pouvoir à cet être humain, il est question qu'il sauvegarde nos intérêts, qu'il sauvegarde notre vie, nous les Camerounais. Ceci dit, la garde à vue n'est pas un procès, n'est pas la prononciation je veux dire quoi, c'est pas que le juge t'a déjà mis en prison. La garde à vue, c'est tout simplement le fait de retenir un suspect. Donc, lorsque on constate tout simplement que le suspect n'est pas celui dont on croyait, il est tout simplement libéré. Je peux me tromper, je ne suis pas juriste, mais lui n'est censé ignorer la loi. Je fais une analyse purement et simplement. Et vous avez vu que au terme d'un certain nombre de jours, le monsieur, le camarade, le frère camerounais a bel et bien été libéré. Ce que je voudrais que les Camerounais sachent aujourd'hui, c'est que lorsque la liberté d'expression, pour reprendre le camarade que je ne vais pas citer ici, la liberté d'expression s'arrête lorsque l'intégrité de l'État commence à être menacée. Vous répondez à ma question là? Oui, je suis en train de répondre à votre question. Moi je parle de... Qu'est-ce que ça a à voir avec Ludovic? Non, ça a quelque chose à y voir, puisque votre question, si je parle... J'ai parlé du journaliste qui est interpellé dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de leurs fonctions. Avant d'être journaliste, il est d'abord un homme comme nous tous. Il est d'abord camerounais. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il est bien normal. La liberté d'expression, Ludovic. On vous dit, nous n'étions pas là, vous et moi. On vous dit, un suspect. Oui. La justice a des informations que nous n'avons pas. C'est-à-dire que là où le monsieur a été appréhendé, nous n'y étions pas. Oui. Ça veut dire qu'au bénéfice du doute, nous pouvons interpréter comme nous pouvons interpréter. Mais lorsque la justice est allée au fond de l'affaire, ils ont trouvé que le monsieur était innocent et il a été
purement et simplement innocents. Ok. Merci Jean-François. Paul Payéré, hier c'était, on va pas dire une journée noire, parce qu'on a pris 5 de nos confrères, dont 2 de nos collègues, quand même trop, dans l'exercice de leur fonction. Est-ce qu'on devait en arriver là? Ce sont des aberrations, les excès du système en plus. Surtout qu'ils se sont présentés. Oui, hein? c'est ça le Vous problème. avez regardé le journal hier? J'ai suivi. Vous avez suivi ce qu'il a dit, Rodé Ngassim? Il s'est présenté, il a dit... Quelqu'un qui a une tenue, ou bien vous appelez ça la jaquette, tout comme ça. Je l'ai choisi. Et que vraiment un homme en tenue le voit. Je crois l'autre avait même la caméra. Et ces gens sont brutalisés. Je dis, ce sont des énormités qu'on ne peut rencontrer que dans certains États. Digne de chez nous. Mon jeune du RDPC, tout à l'heure, il disait, voilà, il gagne toujours. On gagne. Mais quand on gagne, on a peur de quoi? Quand ces affaires... Parce que quand ils font tout et tout pour avoir cette majorité obèse, ils prennent tout le temps pour brimer la société. Alors, quand les choses qui sont arrivées hier, ça ne devrait pas arriver, s'il n'y avait pas un certain autisme très poussé de l'État, du parti-État. Parce que à voir ce qui se passe au point qu'on torture les journalistes en plein exercice de leur fonction. Si c'était des gens appréhendés comme ça, que sans tenue, sans micro, sans caméra, on pouvait accepter que celui qui les a appréhendés suspectait. Mais quand on voit que c'est des gens en plein exercice de leur fonction, on dit c'est à dénoncer. C'est très grave. Dites-nous quoi sur cette situation D'abord, nous sommes très heureux que vos confrères soient libérés. Oui. Espérant que... Il reste 2 autres à Douala. Espérant que tous les autres... Ils sont à la brigade du port. Espérant que tous les autres... Tajavis et son cadreur. Espérant que tous les autres seront libérés. Saint-Jean tout, je pense que pour mieux comprendre ce qui s'est passé hier, il faut faire une analyse à partir de la grille de lecture politique. Parce que hier, le professeur Camteau était... C'est vrai, il ne cesse pas d'être un éminent juriste, mais il ne faut pas encager ce débat uniquement dans le droit. On risque de passer à côté, on risque de passer à côté avec des analyses périphériques. Il faut faire une lecture beaucoup plus politique. J'ai été invité ailleurs dans une autre antenne pour comprendre effectivement ce que recherchait le professeur Camteau, le président national du FSN, le président national du MRC, pardon. Il faut dire que le président national du MRC aujourd'hui voudrait se présenter, parce que c'est 2025 qui se joue, il voudrait se présenter comme la seule alternative légitime aux concurrents du RDPC. Alors, ce qu'il fait aujourd'hui respecte un triptyque bien théorisé, conceptualisé: provocation, réaction, récupération. Provocation, pourquoi? Parce que hier, c'était des manifestations déclarées, mais non autorisées, mais les gens sont descendus sur le terrain, c'est la provocation. Réaction, oui, on parle aujourd'hui de près de 500 personnes arrêtées, c'est la réaction. Nous sommes heureux qu'on n'a pas vécu 2008 avec des casses, des dégâts matériels assez importants et mordants. Et pour cela, il faut rendre un vibrant hommage aux éléments de force de maintien et de l'ordre, et même à ceux qui étaient dans la rue. Ils marchaient avec des arbres de la paix. Il faut leur rendre un hommage mérité aux Camerounais, aux citoyens camerounais, aux forces de maintien de l'ordre. Maintenant, la troisième variante, c'est la récupération. Et dans la récupération, il y a la récupération médiatique. On en parle depuis que le professeur Camteau est sorti, on ne parle que de ça. Et sa détermination, je ne sais pas si je vais appeler ça la détermination, à polariser tous les débats médiatiques, radio, presse cybernétique. On ne parle que de ça, c'est la première récupération. Il y a une récupération internationale. Tout à l'heure, on a parlé de Thabo Nagui. Il y a eu, c'est comme s'il savait, il préparait déjà la réaction. Il a fait appel à un certain nombre
d'avocats internationaux. Maintenant, il y a une interpellation, il y a une variante politique. Vous savez, je suis un homme politique, il faut opérer une coupe chirurgicale pour comprendre un certain nombre de facteurs. Quand je lis, par exemple, dans les réseaux sociaux, il a gagné, il n'a pas gagné. En politique, ce n'est pas ça. Parce que les échecs d'aujourd'hui préparent les victoires de demain. Et seul le président Kamto détient les indicateurs pertinents qui peuvent l'amener à juger de la pertinence, permettez-moi la tautologie, à savoir s'il a gagné ou pas. C'est lui, parce que c'est lui le maître du jeu. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un message qui est passé et tous les hommes politiques normaux, structurés, devaient décrypter ce message et puis comprendre qu'il y a des choses qu'il faut faire. Vous comprenez, même si la manifestation d'hier n'était pas sur le plan de la mobilisation, celle de 2008, mais toutefois, lorsque 10 personnes descendent dans la rue, il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'être moins emphatique, moins triomphaliste, comprendre exactement ce que le peuple veut pour son bien-être. Voilà, Maître Ngefak, hier 22 septembre, vous avez suivi votre confrère aîné, vous dites, parce que j'apprends déjà, hein. Oui. Votre confrère aîné, comme ça que vous allez appeler Maître Méli. Oui. C'est bien cela. Le président Méli. Voilà, le président. Oui, le président Méli. Oui. Il a parlé de près de 589 personnes interpellées. Ce que nous on veut comprendre, oui. Il y a des personnes qui ont été interpellées alors qu'elles n'ont pas marché. On parle de Nissak. Oui. Comment Comment comprendre ça? Commençons par le commencement. Et il y a même, cette même place, vous étiez là, Moustapha Ngwana, votre confrère, est né aussi. Non. Il a dit, voilà, que Joe La Conscience avait été interpellé, je crois, le 21 septembre. À la veille. Oui, à la veille. Oui. Expliquez-nous un peu, comment comprendre tout ça? Ces gens-là, on va les libérer? Ou bien, Ces gens-là, j'évite un commentaire tendancieux. Oui, une fois de plus. Sur les procédures qui Parce sont... qu'ils veulent comprendre au quartier. Hein. Faisons plutôt une lecture transversale politique des faits. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-François? Je suis vraiment désolé qu'un avocat, un éminent avocat que je respecte beaucoup, lorsqu'à l'entame de ses propos, on lui pose une question qui a trait à la justice, il ramène ça à la politique. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas ou bien il fait la sourde oreille de connaître le principe de séparation des pouvoirs pour ramener un tel débat en politique. Merci Jean-François. J'apprends partout, même pas dans la boue, jeune frère. Bon, je te disons que faisons une lecture transversale de cet événement politique. Oui. De cet élément politique. Je commence par ceux qui ont marché. Oui. Qui a marché le 22? Nous avons les forces du changement et le RDPC. Le RDPC a marché hier? Le RDPC a marché toute la journée à Ebolova. Hier? Hier. Ils ont déclaré, c'était autorisé? Je vous ai dit, je n'entre pas sur certains éléments. Ah, bien, parce qu'on a vu les sorties des deux gouverneurs littoral et centre. Donc le gouverneur du Sud n'a pas fait de sortie et il pouvait marcher? C'est ça? Je ne sais pas. J'ai dit... Qui c'est alors? Je commence par ceux qui ont marché. Oui. Vous dites le RDPC a marché? Le RDPC a marché. Alors, si quelqu'un a bien fait sa classe de terminale, sauf s'il n'a jamais été là-bas, il a au moins étudié Rousseau. Il a étudié Thomas Hobbes et entre les deux, quelqu'un a développé le Léviathan. Félicitations aux enfants qui viennent de passer leur examen de probatoire. Ne commettez jamais cette bêtise que je viens d'entendre tout à l'heure. De quelqu'un qui se veut communicant d'un parti. Quand on est ignare, on ne vient pas sur certains points. Non, maître, je vous connais gentleman, maître. Je vous en prie. Je vous connais gentleman, maître. Je comprends qu'il est touché. Je vous en prie. Je vous en prie. Je comprends qu'il est vraiment touché. Vous manquez d'arguments, vous insultez sur le plateau. Jean-François, merci. Deuxième élément. Alors, en termes de communication, je me demande que veut cacher le politique au monde entier.
lorsqu'il empêche le journaliste de mener sa mission. Alors que ce journaliste n'est pas dans l'exercice illégal de sa fonction. Dans une république, le journaliste respecte la loi. Il a tout pour être identifié. Il est dans son champ d'action. Le garant de la loi réussit à le séquestrer. Peut-être que Ludovic Lundio n'était pas aussi visible que Polycarpe et Somba. Mais tout le monde connaît Polycarpe. Il fait la fierté. On l'a pris également. Qu'on soit en musique ou pas, Polycarpe fait la fierté du journalisme camerounais. Alors, dans l'exercice clair de son métier, s'il est brutalisé, s'il est séquestré, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on cache. La question que nous allons nous poser est celle de savoir ceux qui l'ont brutalisé avaient mission de cacher quoi? D'interdire à ces journalistes de nous montrer quoi? La question coule de source. Ceux-là ne voulaient pas que la vérité soit sûre. Deuxième chose, alors, qui a été arrêté? Surtout avant la marche. Non, il paraît que certains journalistes qui ont été arrêtés parce non, ils ne marchaient même pas. Non, permettez. Pour moi, il paraît qu'il n'y avait pas marche hier, que ce n'était rien. Mais quand on dit on a arrêté 500 personnes, alors on les a sortis d'où? On les a sortis d'où? Première interrogation, il faut voir ça. Deuxième chose, on me dit que certains ont vaqué à leurs occupations. Mais j'ai regardé le journal à la CRTV, c'était presque fermé dans la République. Alors, comment on exprime mes mécontentement? De peur. J'ai peur de sortir et d'être buté. J'ai peur de livrer ma boutique, alors je ferme. Alors nous, on a marché. Et ils ont marché sérieusement. Certains étaient des spectateurs toute la journée et d'autres étaient des marcheurs. Au moment où je vous parle, les marcheurs dorment. Ceux qui ont marché toute la journée, c'est la police, c'est la gendarmerie. Je crois que c'est les militaires. Et ceux qui étaient les spectateurs, c'est ceux qui avaient fermé les boutiques pour voir les vrais marcheurs marcher. Les gendarmes. Il y avait marche. Alors ceux-là marchaient pourquoi? La question que je me pose maintenant c'est, est-ce que tous marchaient pour la même chose hier? Le RDPC il marchait pourquoi? Les policiers, les gendarmes ils marchaient pourquoi? J'ai vu qu'on est allé dans le Noun. On a déporté, je crois, 15 ou 16 personnes. Comme quoi c'était des marcheurs. Au lieu de les séquestrer dans le Noun, on les a déportés dans la Méfi. Alors, eux, ils marchaient pourquoi? Donc, il ne faut pas faire la caricature sur il y avait marche. Beaucoup ont marché hier. Est-ce que c'était le même objet? Alors, pour ceux qui veulent comprendre, dans une république normale, le même jour, s'il y a au moins 4 groupes qui sortent et marchent à leur manière, l'État doit s'interroger. Ceux qui ont fermé boutique marchaient chez eux. Parce qu'on n'avait pas donné un sens de marche. Chacun devait marcher. Certains sont restés chez eux, cloîtrés dans leur fauteuil, et ça marchait dans leur cerveau. Oui. Ça marchait, ça trottait. D'autres sont à la limite de la schizophrénie, hantés par la description de ce qui se serait passé ou bien ce qui doit être. Pour revenir donc à votre question, pourquoi on a arrêté d'autres avant? Pourquoi on a arrêté d'autres pendant? Pourquoi on continue à arrêter après? Moi, les magistrats vont me répondre. Parce que c'est eux qui doivent expliquer dans leurs décisions, surtout ceux qui vont juger ceux qu'on a arrêté avant, ceux qu'on a jugé pendant,
ce qu'on a arrêté après, ce qu'on a arrêté pendant. Ces magistrats-là doivent nous dire. Et dans une république exemplaire, lorsqu'on ne peut pas confondre les couleurs, ils doivent de façon transparente nous dire. Voilà. Merci. Voilà, merci, cher monsieur. On arrive au terme. Oui, rapidement, 30 secondes. Oui. 30 secondes juste. Oui, merci Serge. J'aimerais dire à mon frère que lorsqu'on a des enfants à la maison et qu'on se félicite qu'ils ont réussi à un examen, on ne vient pas sur un plateau dire ignare. Et il devrait aussi savoir que s'il a vraiment regardé le journal dont il dit à la CRTV hier, et il vient dire que personne n'est allé au travail, ça veut dire qu'il fait la totalité. Je n'ai pas dit personne allait au travail. Le journal ne se présentait pas seul. Je n'ai pas dit personne. Bon, ceux qui sont allés sont allés. Le minimum, c'est d'être transparent. Ce que je voudrais dire. Entre personnes et certains sont allés, il y a une barrière. Il y a une séparation de pouvoir. Oui. Le RDPC a mieux à faire dans le nord-ouest. Le RDPC a mieux à faire à l'extrême nord. Le RDPC a mieux à faire pour préparer les élections que de s'attarder sur une marche de je ne sais qui. Tout ce qui se passe, la justice fait son travail. Ça n'a rien à voir avec le RDPC. Ok, merci. Je pense que oui, le 6 novembre 2018, le président Biya a prêté serment devant la représentation nationale. Il a dit, je cite, ce mandat sera un mandat spécial. Je souhaite que le président engage toutes les réformes possibles pour répondre à tous les Camerounais et pour répondre aussi, pourquoi pas, au professeur Kamto. Parce que Serge, lorsque vous êtes dans une manifestation, vous dites, je vais manifester tel jour. Chez nous, c'est une forme d'expression. C'est-à-dire, vous envoyez un message à qui de droit. Il faut écouter ce message. Il faut rester sobre. Il faut rester moins emphatique, moins triomphaliste et écouter ce message parce que l'essentiel, c'est le Cameroun et le Cameroun doit bien vivre. Oui, j'attire l'attention, le chef de l'État qui est là, il faut qu'il écoute souvent les Camerounais parce que les débordements viennent toujours du fait que parfois les revendications ne sont pas solutionnées à temps. Il faut qu'il essaie de comprendre. Mon frère du RDPC dit la solution c'est dans le nord-ouest, sud-ouest. Mais cette solution tarde toujours à venir. Et à partir de tout cela, le RDA a dit il faudrait un cessez-le-feu. Jusqu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui empêche d'avoir un cessez-le-feu? Il faudrait que vraiment le chef de l'État essaie de comprendre et parle souvent à ses enfants. Ok, nous sommes sur merci. Merci Maître Ngefak d'être venu. Merci Jean-François. Merci Didier. Merci Maître Pairé. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir à vous qui me regardez en ce moment.